D'abord, moi aussi, je tiens à remercier les organisateurs du colloque pour m'avoir invité. En plus, Yves Clos m'a mis au pied du mur en programmant pour titre à ma communication, après nos échanges, « Peut-on gérer les ressources humaines ?» Donc, je dirais d'abord que la question est posée en des termes qui suggèrent d'emblée une difficulté, dont l'origine ou le fond intéresse à l'évidence la psychologie, tandis que l'économie et la gestion ont préféré quand même souvent l'évacuer. Cette difficulté, c'est celle du réel de l'activité de travail, irréductible à un banal facteur de production ou à cet univers des prescriptions, des évaluations, des systèmes normatifs de gestion qui sont censés piloter les organisations. Alors mon propos ne s'attachera pas en soi à cette difficulté, à la source, c'est-à-dire encore à cette contradiction essentielle entre le travail comme activité humaine d'usage de soi et les prétentions de son gouvernement par les procédures et normes de la gestion ou du management. Donc je vais plutôt prendre la GRH comme un fait existant, constitué d'un ensemble de pratiques aujourd'hui développées dans les entreprises. Dans le temps court de ma communication, mon propos est alors de mettre l'accent délibérément sur certaines caractéristiques, sur certaines évolutions de ces pratiques actuelles qui posent question. Il se rapportera essentiellement aux entreprises globales, c'est-à-dire aux groupes multinationaux engagés le plus dans la globalisation de leurs organisations et de leur management. Et la question posée, je l'aborde ici plutôt de la simple façon suivante. Que gère-t-on vraiment aujourd'hui à travers ces pratiques? Ou encore, où en est la gestion des personnes au travail dans des organisations, pour reprendre une vieille définition de la gestion du personnel devenue gestion des ressources humaines? Dans cette question, c'est évidemment la dimension au travail que je veux surtout interroger. Ma réponse, je la ferai en 4 temps. Donc on assiste ces 10 dernières années, particulièrement dans les grands groupes multinationaux, à un processus qu'on baptise souvent HR Transformation. Excusez-moi, de temps en temps, il y aura un peu d'anglais parce que dans les multinationales, on parle une langue qui s'appelle le globish, plutôt que l'anglais. Donc ce processus auquel on assiste, de réorganisation de la fonction ressources humaines, qui est une appellation qui tend à se substituer elle-même à celle de gestion des ressources humaines, ça présente à peu près partout les mêmes éléments clés quand on observe d'un grand groupe multinational à un autre, sur ceux au moins dans lesquels j'ai pu enquêter. Cette transformation, elle emprunte manifestement à un modèle, celui de Dave Ulrich, universitaire de Michigan, mais avec une distorsion notable qui me semble produire un éloignement croissant des fonctionnels ressources humaines, des situations de travail concrètes des salariés et peut-être même des salariés eux-mêmes. Rapidement, sous les yeux pour concrétiser, donc ce fameux modèle d'Ulrich qui distingue donc 4 rôles. Mais des 4 rôles que Ulrich distingue, qui pour lui font système pour cette gestion des ressources humaines, on sait que c'est celui de strategic partner, qui a été d'ailleurs rebaptisé partout aujourd'hui business partner dans les grands groupes, qui a envahi le discours et les pratiques managériales ces dernières années. Donc le cadre ressources humaines est au service, à l'appui des managers, pour une gestion des salariés qui soit ainsi plus sûrement business-oriented. Dans les faits, cela se traduit par l'opportunité de relever nettement les ratios du nombre de salariés équivalent temps plein pour un cadre de la fonction RH en moyenne. Les managers sont censés prendre en charge davantage d'aspects de la gestion des ressources humaines de proximité, au contact du quotidien des situations de travail, et devenir eux-mêmes en quelque sorte des HR partners. Mais l'objectif n'est évidemment pas d'augmenter les effectifs de managers encadrant les équipes, ce qui permet de comprendre avec quels enthousiasme, disponibilité ou sérénité ces managers peuvent accueillir cet élargissement de leurs fonctions, par exemple la charge des entretiens annuels d'évaluation des collaborateurs qui dépendent de leurs compétences d'encadrement. On observe en fait l'effacement ou la dilution du employee champion, selon la métaphore de Ulrich pour l'un de ces 4 rôles, lorsque les multinationales mettent en œuvre les recompositions de la fonction ressources humaines. Et on assiste simultanément, voilà un exemple pris dans un grand groupe multinational de l'automobile et des équipements industriels,
C'est ce modèle-là dit de nouvelle fourniture de par la fonction ressources humaines qu'on retrouve dans beaucoup d'autres groupes exactement avec les mêmes trois boîtes, si j'ose dire, et on assiste simultanément à l'effacement du Employee Champion, à deux mouvements. D'abord, une sorte de standardisation automatisée d'actes de la gestion des ressources humaines, pris d'abord dans une dimension administrative ou informative, les plateformes de services partagés de traitement des informations RH, les intranets ou les centres d'appel. Et puis, deuxième mouvement également, une spécialisation des cadres ressources humaines par domaine d'expertise. Et là, ils sont appelés à fonctionner avec plus de recul et peuvent souvent être d'ailleurs dans une centralisation au niveau corporate. Ce processus de réorganisation de la fonction RH tend à engendrer l'éloignement des fonctionnels du terrain d'exercice du travail par les salariés, je parle des fonctionnels RH ici, et du réel de l'activité de ceux-ci. Mais cet éloignement s'accompagne alors d'un foisonnement d'outils de management RH à l'appui des plans d'action à déployer, et je vais maintenant m'interroger sur ce que cherchent peut-être ou permettent d'appréhender ces outils. D'abord, je pense que, première observation, quels que soient les appels à la gestion par les processus dans les entreprises depuis une vingtaine d'années, la GRH est à nouveau fortement tributaire aujourd'hui de références ou de benchmarks relatifs à des ratios d'effectifs, à des coûts unitaires du travail, calculés au plus simple, à des productivités ou des taux de rendement synthétiques par équipe de travail, dont les indicateurs ne font parfois pas sens pour les premiers concernés. On gère ici davantage des organisations à travers leur représentation comptable ou budgétaire comme business unit, plutôt que des personnes et leur travail comme un construit collectif d'activités. Indicateurs et reporting ont certes été le passage obligé pour que la fonction ressources humaines gagne en lisibilité et en crédibilité auprès des fonctions dominantes de direction dans l'entreprise, la fonction financière notamment, comme auprès des managers. Mais c'est une optique contrôle de gestion qui est prégnante, où ce qui compte, ce sont d'abord des indicateurs de moyens et de résultats référencés à des normes, plutôt que les processus et les singularités de leur mise en œuvre dans les activités de travail. On trouve ainsi des organisations cibles, expression d'une grande multinationale de l'énergie, fort en vogue depuis un an dans ces re-engineering. Organisations cibles qui sont définies dans de grandes entreprises sur l'espace multinational de leurs implantations, en normant la structure type des effectifs, qui sont codés par un référentiel de compétences pour toute unité de travail, au niveau d'une catégorie donnée de production ou de service, au niveau d'un établissement, d'une division ou même d'une équipe. Il restera alors à comparer à cette organisation cible la situation concrète qui va être présentée par chaque unité locale de l'entreprise dans une optique de type contrôle de gestion où il s'agit de remédier aux écarts relevés en quantité, les effectifs, en composition, la répartition des rôles et des compétences. Quant à la façon de remédier elle-même, c'est-à-dire le processus de reconfiguration organisationnelle par les acteurs locaux concernés, elle est beaucoup moins outillée. Ces pratiques sont plus à l'aise pour contrôler, avec le vieux jeu de mots et d'orthographe, que pour guider ou appuyer un processus de changement et son mouvement. Alors on voit le lean management qui va être appelé à s'appliquer au déploiement et redéploiement des processus, cette fois en matière de gestion des ressources humaines, comme dans d'autres domaines. Sur le terrain, la participation des acteurs concernés, managers et salariés, est ici convoquée pour la recherche de l'amélioration continue des processus, en se rapportant aux méthodes prônées à l'origine au Japon dans l'industrie. En gestion des ressources humaines locales, ce seront par exemple le processus d'intégration des nouveaux embauchés ou la recomposition de nouvelles organisations et équipes de travail. Par exemple, chez Thales, il y a quelques années, sur la zone centrale proche de Grenoble, les fameuses EPIA, équipes pluridisciplinaires intégrées autonomes, qui ont reconfiguré complètement l'organisation du travail des ouvriers. Mais au niveau global de l'entreprise, cette démarche Lean est orientée à l'analyse coût-avantage de l'ensemble des processus RH. Chacun d'eux est soumis, chacun d'eux
voilà, chacun d'eux est soumis donc à une comparaison entre le coût et le temps qu'il consomme et ce qui est censé être sa valeur ajoutée pour l'entreprise. Voici un exemple pour illustrer rapidement ce que je vous expose, qui est pris dans une grande multinationale du secteur de l'énergie. Donc on voit ici un classement, y compris si on n'a pas le temps de commenter, avec les couleurs, ça exprime ce qu'il faut vraiment encore améliorer par un engineering, ce qu'on doit transférer à d'autres acteurs, ce qu'on doit mettre en sommeil et ce qu'on doit externaliser. Si on avait le temps de commenter, on verrait que, par exemple, les problèmes de santé au travail, d'hygiène et de sécurité sont actuellement en voie d'être carrément externalisés et que la valeur ajoutée qu'apporte de s'occuper de ces questions est jugée parmi les choses au plus bas niveau. Et par contre, le talent, la gestion des talents, dont je vais dire un mot ensuite, on voit qu'elle a évidemment une évaluation de sa valeur ajoutée beaucoup plus forte, avec son coût qui est répété être beaucoup plus faible. Alors, de là, évidemment, on comprend qu'il y a un écart qui peut être très grand, une articulation très difficile entre le niveau global de la gestion et les niveaux locaux de la gestion des personnes au travail, au-delà des incantations aux visions communes ou des déclinaisons des procédures en cascade dans les organisations. Donc on en vient ensuite à un autre point sur lequel je voudrais insister, la question de la gestion par les compétences, qui est un autre axe majeur de la GRH d'aujourd'hui, beaucoup plus connu. Pour ma part, je la caractériserais comme une réquisition des compétences, et réquisitionner n'est peut-être pas gérer. Dans les organisations et leur management, le glissement de la qualification à la compétence est né d'abord, me semble-t-il, du recul de la prescription du travail, ou plus exactement de son déplacement sur les résultats. Plus la matière première de l'activité devient l'événement, comme l'a analysé Philippe Zarifian, plus les outputs à produire sont variables, moins ceux-ci sont tangibles, plus encore leurs cycles de vie sont raccourcis, plus la logique de performance combine une variété d'objectifs à atteindre simultanément, productivité, qualité, délai, en poussant constamment à les dépasser. Et finalement, au total, plus cela remet en cause la prescription taylorienne des actes du travail. L'appel aux compétences des salariés vient d'abord ici au secours d'un management condamné à l'incomplétude de la prescription du travail et qui est soumis en même temps à une logique prégnante de la performance. C'est en fait le management par objectif qui est premier, s'attachant à prescrire non plus les tâches ou les modes opératoires, mais les résultats attendus du travail. Charge ensuite aux salariés, dans leur activité, de mobiliser les compétences par lesquelles ils poursuivent l'atteinte de ces objectifs assignés à leur travail et qui n'en passent pas moins par leur propre représentation. Dans un article consacré à la polyvalence dans le travail, Daniel Cohen relevait le formidable renversement de la charge de la preuve en ces termes. Je cite, « Ce n'est plus à l'entreprise de surveiller les ouvriers, ce sont aux ouvriers de démontrer à l'entreprise qu'ils ont bien fait leur tâche. Pour le dire comme Jean Baudrillard, l'individu aujourd'hui est moins aliéné par le fait qu'on sait tout de lui que par le fait qu'on le sollicite de tout savoir sur lui-même. » Ou encore, pour reprendre la formule plus ramassée du DRH France, d'une multinationale américaine industrielle, professeur associé dans mon université également, cette gestion par les compétences, elle est du type « Ton boulot, c'est de savoir répondre à une situation qu'on ne sait pas bien calibrer. » Les référentiels de compétences sont alors là en appui, certes, pour définir une batterie de requis des différents types de fonctions et emplois, et les entretiens d'évaluation pour y confronter la façon dont les salariés y répondent et envisager des évolutions ou moyens de développement. Mais, pour ma part, je pense qu'on n'est plus là dans la prescription. Cette gestion par les compétences s'interprète plutôt comme une réquisition, comme vient encore l'exprimer l'importance prise par le comportemental dans les critères de compétences des référentiels comme des entretiens d'évaluation. Je livre en vrac quelques critères relevés ici ou là en entreprise qui s'appliquaient à toute catégorie de salariés.
esprit entrepreneur, faire face, ténacité, énergie, est capable de travailler sous pression, est positif en toutes circonstances, atteint ou dépasse les objectifs dans le respect des délais, inspire la confiance, encourage l'esprit d'équipe, loyauté. Les compétences techniques restent évidemment indispensables, et de lourds référentiels peuvent d'ailleurs s'y rattacher. Mais elles ne sont plus que le socle indispensable de la tenue des emplois, étant entendu que cela va de soi qu'elles sont intégrées à l'activité et sous-jacentes aux décisions de gestion et d'évaluation des personnes. De cette réquisition des compétences, on en est venu ainsi à glisser peu à peu vers une notion de plus en plus privilégiée, l'engagement. Je vais finir par ce point. Il pourrait sembler curieux que la notion de gestion de carrière se soit quelque peu effacée alors que se déployait la logique de la compétence avec ses outils. Bien sûr, si l'entreprise et sa gestion des ressources humaines ne s'engagent pas sur une gestion de carrière aujourd'hui, le raccourcissement des horizons d'anticipation, la flexibilité, l'instabilité de l'activité économique y sont pour quelque chose, avant même la crise de ces derniers mois. La multiplicité des contrats et statuts d'emploi, les flux d'entrée et sorties qui leur correspondent, la recomposition fréquente des organisations et des attributions de fonctions, la place prise par du comportemental dans les critères de compétence, autant d'aspects qui brouillent la connaissance que l'entreprise a réellement des ressources humaines qu'elle emploie à un moment donné. Mais plus fondamentalement, il me semble que c'est aussi l'objet de la gestion qui s'est déplacé avec la réquisition des compétences analysées juste avant. Ce sont de plus en plus des ressources psychiques qui sont sollicitées des salariés, d'où des notions de capital émotionnel, d'intelligence émotionnelle, etc., qui ont fleuri en gestion des ressources humaines. C'est la subjectivité des collaborateurs, leur personnalité, dont la mise à disposition est attendue non seulement pour l'exercice de l'activité de leur travail, mais pour l'implication totale dans l'organisation et ses objectifs. Ce qui devient une obligation majeure pour les salariés, c'est l'engagement. Il ne s'agit pas seulement d'être motivé, il faut se donner à fond, cela non seulement à ou dans son travail, mais aussi à l'entreprise et aux performances qu'elle vise. C'est le côté total qui caractérise cette notion d'engagement. Alors on voit se développer l'utilisation de méthodes, de scores d'engagement, puisqu'il faut toujours chiffrer, telles celles pratiquées par Gallup depuis 1996 maintenant, pour le compte de 504 entreprises clientes dans 137 pays, auprès de plus de 12 millions de salariés et de 620 000 équipes de travail. La mesure de l'engagement des salariés se fait de façon indirecte dans cette méthode au moyen de questions qui leur sont posées sur un certain nombre de facteurs clés que la méthode considère comme influent l'engagement. Ils doivent coter de 1 à 5 leur appréciation du degré d'existence de ces facteurs dans leur propre situation de travail. La méthode et les questions sont les mêmes pour toutes les catégories de salariés. Les résultats des scores d'engagement sont calculés au niveau des individus, agrégés ensuite également au niveau des équipes de travail, puis des divisions de l'entreprise et de l'entreprise tout entière. Ces résultats donnent lieu au rangement des salariés en 3 groupes, selon les chiffres de leur score, les engagés, les pas engagés et les activement désengagés. Des scorecards, c'est-à-dire des cartographies des scores dans l'entreprise, sont ainsi présentés et surtout des comparaisons statistiques avec les résultats tirés par Gallup de sa base de données. Bien sûr, cette méthode est d'influence américaine, mais ce qu'elle permet ici de souligner interroge bien d'autres pratiques. Visant le meilleur pourcentage de personnes engagées, tout se passe comme s'il s'agissait, avec pareille méthode, de livrer aux managers comme en kit les ingrédients à réunir qui devraient normalement permettre d'obtenir l'engagement des salariés. En l'état, c'est évidemment d'une simplicité tout à fait redoutable.
Il est quand même aussi question, par ailleurs, d'un workplace management, expression par laquelle on semble cette fois signifier un processus de construction des conditions, des situations de travail les mieux propres à élever l'engagement des salariés. Parallèlement à cette quête de l'engagement des salariés, on a aujourd'hui, celle dont plusieurs intervenants ont déjà parlé, la quête des talents, nouvelle priorité déclarée pour la gestion des ressources humaines dans les grands groupes. Ce recours au talent est, selon moi, la forme la plus poussée d'un aveu d'incomplétude, sinon d'impuissance, à laquelle sont condamnés les référentiels de compétences de la GRH dans leur tentative d'appréhender et de répertorier les compétences requises par le réel de l'activité en nombre de situations professionnelles aujourd'hui. C'est une sorte de dernier recours face à la complexité croissante des organisations et des activités de travail à gérer. Cela n'empêche d'ailleurs pas simultanément l'existence de procédures et de normes hyper prescriptives imposées dans les démarches de certification ou d'assurance qualité. Mais en tout cas, on s'éloigne du paradigme de la GPEC traditionnelle, GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a d'un côté les talents désormais, qui vont faire l'objet de politiques de rétention et en amont d'un soin tout particulier aux procédures de recrutement et d'intégration. Et sur l'autre face, et de façon évidemment aggravée par la crise, on renvoie à nombre de salariés la responsabilité de leur employabilité. Le ranking des scores d'engagement ou des entretiens d'évaluation peut glisser ainsi vers une démarche de gestion préparée des départs dits volontaires, en amont des dispositifs des plans sociaux que prévoit la loi. Ces systèmes peuvent suggérer implicitement au moins, auprès des salariés, l'idée d'une entreprise constamment prête à ajuster ses effectifs sur la base de départs volontaires. À la limite, aux salariés désengagés de se choisir lui-même en quelque sorte, y compris dans ses modalités de départ. On pouvait lire sur une pancarte syndicale dans un établissement d'une grande entreprise automobile que nous appellerons A s'engage pour nous dégager. Plutôt qu'une conclusion, l'analyse de ces évolutions m'invite à retrouver l'interrogation du métier comme idée neuve, telle que Yves Clos l'a abordée, en considérant ici le métier de la GRH. Au nom de l'importance prise par la ressource humaine dans les stratégies et performances des entreprises, certains en étaient venus à traiter de cette gestion, massivement d'ailleurs, quand je dis certains, comme d'une fonction, mais une fonction partagée avec les managers et maintenant beaucoup d'autres acteurs de l'entreprise, et c'est illustré par la diffusion de l'ouvrage intitulé « Tous DRH » comme un slogan, ouvrage de Jean-Marie Peretti. Est-il plutôt possible de redonner un devenir autrement plus prometteur à la gestion des personnes au travail dans les organisations en passant de la fonction RH au métier? Sorties qui leur correspondent. La recomposition